Les 12 manteaux de maman. Les 3 brigands. Et Petit Loup. Billy se Bill. Moiming. Après l'époque des albums narratifs, après la période aussi de introduction de petites vignettes séquentielles, en 93, alors là c'est comme une bombe dans l'édition, arrive sur le marché un jeune éditeur qui s'appelle Olivier Douzou et qui va commettre un livre absolument exceptionnel qui s'appelle Jojo la Mâche. Alors exceptionnel en ce sens où il est d'une épure totale et il est dans un format petit et carré, et c'est le signe un petit peu dans l'avant-garde de l'art du XXe siècle. C'est en tout cas une rupture totale avec ce qui est proposé jusqu'à présent. Et ce qui est aussi sa spécialité, c'est qu'il va utiliser aussi bien la couverture, la quatrième de couverture, la page de garde, le copyright, tout va faire sens chez lui. Et c'est quelqu'un qui va non seulement produire, lui, des livres singulier, mais qui va entraîner avec lui toute une nouvelle donne en fait, et qui va... Alors les gens qui sont les adultes, qui sont amateurs de graphisme, ne s'y tromperont pas, et les libraires nous disaient à l'époque que les adultes qui aimaient le graphisme adoraient acheter les albums de Douzou. Mais ça a été comme une bombe dans l'édition, et désormais plus rien ne sera comme avant. Alors sans parler forcément de Jojo la Mâche, mais un petit livre qui est sans texte ou à peine avec quelques onomatopées qui représente, voilà, qui est du pur Douzou, qui est une histoire qui s'appelle Esquimau et qui va jouer sur l'homophonie entre Esquimau, petit enfant vivant au pôle, mais aussi Esquimau à manger. Et lorsqu'on aura compris que cet Esquimau avec un pingouin se retrouve sur sa banquise et qu'il y a un grand craquement et qu'il va se retrouver tout seul avec son ami à essayer de trouver une issue, on va comprendre alors que le « i » du titre Esquimau nous disait déjà plein de choses sur l'homophonie, puisque le « i » est déjà un petit Esquimau à goûter. Voilà, c'est du Douzou pur jus. Alors à cette époque, il y a l'éditeur Le Seuil, par exemple, très connu pour la littérature adulte, qui là va ouvrir aussi des brèches avec un grand département jeunesse et quelqu'un d'également exceptionnel, sans doute des livres difficiles à présenter à de grands groupes, mais qu'on peut regarder en binôme, en trinôme. Alors ce sont des livres qui nous viennent de Květa Pakowska, qui est une grande dame du graphisme tchèque, dont la grand-mère était une passionnée de petits ciseaux et de broderie, et qui a eu elle-même un diplôme, enfin une formation d'architecte. Et en fait, ces livres vont apporter quelque chose de très novateur. Elle va revisiter des contes classiques, mais en utilisant des couleurs. Ses couleurs de prédilection, le noir, le rouge, le blanc. Et c'est elle la première qui va introduire une luminosité du noir, des glacis, des papiers métal, des miroirs et toutes sortes de choses qui sont vraiment un régal visuel. Alors, c'est certainement quelqu'un qui impressionne, mais c'est quelqu'un qui mérite d'être visité parce que vous avez une palette de couleurs qui est éblouissante chez Květa Pakowska, grande graphiste et qui commet toujours beaucoup d'albums. Une dame que je ne qualifierais ni d'auteur ni d'illustratrice, mais d'artiste à part entière, qui s'appelle Béatrice Poncelet. Je fais juste une petite parenthèse pour qu'on ne passe jamais à côté des albums de Béatrice Poncelet, même si leur abord peut paraître très difficile. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une lecture avec une entrée, avec un début, un milieu, une fin, c'est... Vous tombez de plein pied dans les albums de Poncelet, dans des conversations, et vous êtes du coup très déstabilisé puisque vous revenez sur le début en vous disant « mais j'ai dû rater quelque chose, qui parle ?» Et en fait non, c'est un moment de vie, c'est une tranche de vie. Et avec les enfants justement, en lisant ces livres à voix haute, vous en découvrez, vous faites des hypothèses et vous remettez de la cohérence dans ce récit qui paraît à première vue désorganisé mais qui ne l'est pas beaucoup, pas du tout, pas du tout. En tout cas, là aussi, c'est un monument de l'édition, avec un grand usage, mais éclairé de la typographie,
avec un choix mais très judicieux et très, très travaillé des lettres, c'est-à-dire usage de tel type de lettres quand on parle d'une femme, d'un homme. C'est un travail minutieux qui lui prend plus d'une année. Ça vaut le détour. Peut-être prudemment, découvrez-les longtemps avant de les présenter. Voilà. On va dire un événement aussi, c'est quand l'éditeur, qui était autrefois chez Gallimard et qui s'appelle Thierry Magnier, crée sa propre maison d'édition, Thierry Magnier, et fait publier un abécédaire, mais un abécédaire tout à fait original, enfin un imagier plutôt, un imagier mais qui va fonctionner à la manière de celle de cheval, cheval de course, course à pied, pied à terre, c'est-à-dire qu'on va rebondir d'image en image, et Cathy Coupry et Antonin Louchard, un grand duo, vont en fait profiter de cet imagier pour nous faire découvrir toutes les ressources picturales et toutes les ressources graphiques qu'on peut trouver dans les livres pour enfants. Voilà, même des installations et de l'art contemporain. C'est cette même époque aussi, dans les années 90 jusqu'à 2000, qui verront l'éclosion de gens comme Christian Wolz, avec des albums et des objets de récupération. C'est aussi l'époque où l'on verra fleurir des livres aux éditions Les Trois Ours. Alors Les Trois Ours, c'est une petite édition, mais avec des gens très talentueux, des gens très audacieux, et qui vont découvrir en fait quelqu'un au Japon qui s'appelle Komagata. Et Komagata a l'art une manière exceptionnelle de la découpe, de l'usage des papiers de qualité très différente, avec des tons, des nuances très fines, très raffinées. Ce sont des livres très intergénérationnels, ce sont aussi de petits bijoux. Époque aussi où les Trois Ours font connaître les livres d'un ex-danseur américain, mais aussi artiste, qui s'appelle Rémi Charlip, et qui nous commet des petits livres comme ça, avec un texte minimal, mais avec des effets de surprise à la fin, et que l'on achète enfouis dans de petites enveloppes. C'est l'époque aussi où arrivent donc les pop-up, ces livres qui surgissent, et où la perception visuelle va être évidemment le ressort et l'intérêt de ces types d'albums. Donc là, ça s'appelle 600 pastilles noires. Leur créateur s'appelle David Carter, retenez bien ce nom, et vous vous amuserez à jouer avec les enfants à repérer les 600 pastilles noires, parce que le compte étant fait, elles sont bien au nombre de 600. Mais là, perception visuelle uniquement, et plaisir de la perception. Des livres aussi de Antoine Guillopé, où là on va jouer beaucoup sur le noir, le blanc, les effets de masse, les techniques cinématographiques de plongée, de contre-plongée, et de jeu sur le négatif et le positif, le noir et le blanc. Beaucoup d'intensité émotionnelle, des livres pas seulement pour la perception visuelle, une belle combinaison. Des livres aussi, des livres comme ça, on va dire en dentelle, c'est encore l'Irabelle qui nous procure ça. Alors des livres ici, les musiciens de Brême, de la ville de Brême, mais tout en dentelle. Et la maison s'est équipée d'une machine laser à découpe et vous avez cette magnifique dentelle. Donc, on le disait dans les préconisations, ne vous privez pas de montrer des tas de graphismes et des tas d'esthétique aux enfants, c'est tout à fait précieux. Quelqu'un d'exceptionnel également, Louise-Marie Cumont, qui est une mosaïste d'abord, et qui a passé une partie de sa vie à faire des expositions avec des scènes qui sont en tissu et qui sont là, qui ont fait l'objet de livres, également aux éditions des Trois Ours. Donc toute une histoire racontée uniquement de manière très graphique avec du tissu et des assemblages de tissus et de couleurs. Voilà. Alors, n'oublions pas maintenant une part importante prise par les livres sans texte, les albums sans texte. Alors, les albums sans texte, je dirais qu'il y a deux dames qui sont les grandes dames du muet en album. C'est celle qui s'appelle Sarah et c'est aussi celle qui s'appelle Anne Brouillard. Donc, rien de commun entre elles deux, si ce n'est le talent de nous raconter des histoires sans texte, mais qui ne sont pas sans narration.
C'est en effet ce qui est déstabilisant pour l'adulte, c'est qu'il ouvre le livre et il n'y a rien d'écrit. Mais dès que vous mettez le livre en présence de l'enfant, vous faites avec lui des hypothèses. Et là, ça demande, les livres de Sarah sont d'une grande rigueur esthétique. Elle travaille sur les silences, sur les oppositions de couleurs. Ça obéit à une codification qui est très précise. Par exemple, dans notre civilisation occidentale, il est vrai qu'on lit de gauche à droite, donc tout personnage qui regarde vers la droite va vers l'avenir, va vers le positif. Et là, ce livre-là est un grand livre qui s'appelle Du temps, parce que c'est un livre sur la disparition, sur le recueillement, sur la perte, et c'est un livre qui demande du temps. Donc son titre est un peu énigmatique, mais c'est du temps et c'est le temps de deuil. Les enfants sont tout à fait à même de comprendre à la fois cette exigence de recueillement et à la fois le bonheur de voir la vie revivre à travers simplement l'arrivée d'une petite couleur qui est une balle, et une petite balle annonciatrice d'une retrouvaille avec un nouveau chien qu'on avait perdu et chien qu'on retrouvera. Donc Sarah, c'est un grand nom de l'album sans texte. C'est quelqu'un qui était peintre d'abord et qui a utilisé beaucoup les papiers déchirés, mais avec une grande force, avec une grande puissance émotionnelle. Sarah. Et Anne Brouillard, qui sait aussi beaucoup manier l'album sans texte, elle a une esthétique très différente. Elle nous propose d'amples images où les fenêtres sont toujours présentes, où derrière les fenêtres on aperçoit des petits éclats de vie. Il y a beaucoup de silence, mais du silence habité chez Anne Brouillard. Ce sont des albums où l'on pénètre à tout petits pas. Et il y a aussi beaucoup de choses éprouvées, beaucoup d'intimité, beaucoup d'implicite, beaucoup de non-dits. C'est une grande découverte à faire avec cette Anne Brouillard. Et puis, n'oublions pas quelqu'un de singulier dans la production de ces dernières années, Anne Herbautz. Alors, Anne Herbautz, c'est quelqu'un qui va peut-être nous déstabiliser aussi, parce que ces personnages ont toujours quelque chose d'un petit peu bancal dans leur physique et leur situation est toujours imprévisible. Et il y a quelque chose d'une espèce de petit déséquilibre, mais en même temps, il y a une grande force et une grande poésie et un bel univers. Et ce livre-là, Petite météorologie, nous emmène dans une grande poésie à découvrir la vie de chaque personnage derrière une petite lucarne, et vous en ouvrez, et ça n'est pas simplement pour le plaisir d'ouvrir des petites fenêtres et de tirer des languettes, mais c'est aussi de découvrir le cheminement d'une petite lettre qui va arriver finalement à un destinataire. Donc, grands aplats également, grand livre, ample format pour amples émotions avec Anne Herbautz. Après cet éventail, cette grande diversité des supports, je pense qu'on peut citer deux grandes illustratrices et auteurs, Mélanie Rutten et puis Kitty Kreuser, qui a une carrière un petit peu plus ancienne. Alors, qu'est-ce qui fait leur singularité à toutes deux? Je crois que ce sont d'abord des livres qu'on ne lit jamais dans l'urgence. Ce sont des livres qui demandent du recul, de l'intimité. Peut-être d'ailleurs, ça peut être une difficulté pour lire en groupe, mais ce sont des livres qui appellent le calme, la sérénité, et qui l'entraînent aussi. Ce sont des livres pour Mélanie Rutten qui sont presque des hymnes à la nature, avec des personnages un petit peu indéfinissables, et moi qui me rappelle aussi beaucoup les Moumines, le roman Moumine le troll, avec des petits personnages aux noms étranges, Nour, et qui réfléchissent sur la vie, qui vous invitent à la réflexion, qui vous invitent à prendre le temps, et il y a beaucoup d'intériorité, et ce sont des livres, je dirais, assez exceptionnels dans la production. C'est quelqu'un en tout cas dont il faut absolument retenir le nom, Mélanie Rutten. Kitty Kreuser a une œuvre peut-être plus diversifiée, mais elle aussi, elle sait nous dessiner des petits personnages qui sont à la limite de l'indétermination, mais qui précisément nous invitent à nous identifier et dont le physique et la psychologie ne nous imposent rien. Après ce grand tour d'horizon à grands traits,
Je crois qu'on peut conclure, enfin faire une heureuse conclusion sur le fait que album narratif, album graphique peuvent se conjuguer, faire une belle alchimie. Et je crois que quelqu'un peut nous donner raison là-dessus. C'est Martine Perrin avec son magnifique arbre à secret, qui est à la fois l'objet d'une belle recherche graphique et en même temps sur la matérialité du support, mais qui sait garder, enfin nous consentir une grande tension émotionnelle. Et c'est un livre qui se termine comme ça, en apothéose et en interrogation. Je me demande si mes secrets restent bien accrochés. Dans la poussette de Lisette. Miel, ma douceur. C'est moi le plus fort. Oncle éléphant. Non, non et non. Otto, Ulule. Calimagier. Homme de couleur.